Bienvenue à cette toute nouvelle édition de la balado du Centre-Ville. Jeudi, le 2 mai. Regarde, tu vois, Mathieu, je suis capable de ne pas me tromper. Jeudi le 2 mai, Jeudi bravo. le 2 mai, parce que la dernière fois, j'ai pas exactement Ça fait dit la 10 bonne minutes journée. que je te vois pratiquer à ma droite pour être sûr de ne pas rater la date du Jeudi début. 2 mai, jeudi 2 mai. Et qui dit jeudi 2 mai également dit match numéro 3 opposant les Raptors aux 76ers ce soir. Ce soir comme dans jeudi. Si vous écoutez ça en reprise, clairement, le match numéro 3 est probablement déjà terminé. Et match numéro 3 qui sera disputé donc sur nos ondes à RDS2 à compter de 20h. Alexandre Tourigny en compagnie de l'inimitable Mathieu Jolivet. C'est comme notre nouveau jeu, trouver un nouveau qualificatif pour décrire notre voisin. Alors, l'inimitable. Ben, je pense que c'est check, inimitable. je le coach et je ne peux plus l'utiliser en te décrivant. Mais je trouve ça poche un peu. Je pense que la prochaine fois, je vais vraiment trouver un mot du dictionnaire que personne connaît, juste pour voir ta réaction, savoir est-ce que c'est un compliment ou une insulte. Ben, premièrement, voir dans mon visage si je connais le mot. Ouais. Puis après ça, d'éduquer nos fidèles auditeurs. J'aime ça. Parfait. Bon jeu. Ouais, donc, match numéro 3, on va revenir, si tu le veux bien, Mathieu, sur les deux premiers matchs de cette série, opposant donc les Raptors aux 76ers. Match numéro 1, qui a quand même vraiment très bien été pour les Raptors. J'avais la chance d'y être, donc, du côté de Toronto. Et pour la première fois, je dirais depuis 2 ans, Mathieu, du côté des partisans, on est confiant depuis le début. Et le match numéro 1 nous a montré de très belles choses du côté des Raptors, surtout avec Kawhi Leonard. Il y a tellement de choses à jaser. Trop. Puis en fait, le deuxième match est venu me mélanger. Parce que le premier match a été un des meilleurs des Raptors qu'on a vu depuis des années. Ouais. Évidemment, c'est surtout Kawhi et Siakam qui ont volé la vedette. Mais il y avait une énergie, il y avait une collectivité, il y avait une envie, il y avait une confiance. Tout était au rendez-vous. Alors, quand le match numéro 2 a été terminé, j'ai vraiment eu à m'asseoir 5 minutes puis faire « Qu'est-ce qui vient d'arriver? » C'était vraiment l'inverse. Ouais. Et c'était dommage parce qu'ils avaient la chance, les Raptors, au match numéro 2, de venir mettre un gros doute dans la tête des Sixers, de prendre une avance de 2-0, d'aller à Philadelphie sans trop de pression en se disant « On en prend un des deux, puis on est en business, comme on dit. » Mais là, ça change un peu la donne pour le reste de la série. Mais pour revenir sur le match numéro 1, effectivement, on sentait que la foule de Toronto avait comme surmonté une certaine embûche après la première ronde et les 4 victoires de suite pour terminer la série face au Magic. Kawhi en série est exceptionnel. Et là, tu voyais la synergie Kawhi-Siakam qui se complétait. Et en repensant à ce match-là, un des constats que j'ai fait, c'est que les Sixers et Brett Brown étaient soit pas prêts ou soit vraiment fragiles mentalement parce qu'ils n'ont pas semblé avoir de solution. Les Raptors pouvaient marquer à volonté. C'était vraiment un match particulier. Et là, au deuxième match, je ne sais pas si tu as partagé mon avis, la foule était beaucoup plus tranquille. Elle n'a jamais eu la chance en première demi d'embarquer. Dès le début, les Sixers ont pris une grosse avance. Les Sixers avaient beaucoup adapté leur plan de match alors que les Raptors n'avaient pas vraiment fait. Je trouve que défensivement, les ajustements ont été nombreux. Mais si on est pour parler du match numéro 2, justement, le matin même, on se présente là-bas à Toronto, à l'Arena. Les relationnistes des Sixers nous disent « Joel Embiid est encore à l'hôtel, souffre d'une gastro. On ne sait pas encore son état de santé. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer? » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne saura jamais. Ouais. Brett Brown a dit en conférence de presse après le match numéro 2 qu'il a vu Joel Embiid avec un soluté et tout regardé sur un iPad pour se préparer pour le match. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la prime? Est-ce qu'on voulait rentrer dans la tête de Marc Gasol qui a connu vraiment un match numéro 1 exceptionnel contre Joel Embiid? Je ne sais pas. Reste que défensivement, pour moi, la clé vraiment du côté de Brett Brown, et il a été très bon. Il a mis Embiid sur Siakam. Et à partir de ce moment-là, c'était ça vraiment qui a fait, entre autres, la clé parce que ça libérait Gasol, qui était contre un Tobias Harris. Et dès que Gasol avait le ballon, on le doublait. Donc, le seul avantage qu'on a, c'est Gasol contre Harris et on double Gasol. Ouais. Et Gasol a été à peu près pas présent du match numéro 2. Bien, premièrement, pour revenir sur l'histoire d'Embiid, j'ai l'impression que c'était les deux. J'ai pas senti qu'Embiid était à 100% pendant la rencontre. Moins d'énergie, de plus courte présence, pas les chiffres auxquels on pouvait s'attendre. Avec son genou qui l'achale un peu et probablement dos, des symptômes de gastro, un peu de dos. Clairement, c'était pas le même joueur.
il y avait sûrement aussi ce qu'on appelle en anglais du gamesmanship, hein? Des tractations du jeu dans les coulisses, le mental, psychologique. Si on annonce ça le matin du match, c'est sûr que ça va se rendre aux Raptors. Et peut-être que c'est une petite dose de surconfiance additionnelle que ça va leur envoyer. Parce que moi, j'ai senti une équipe des Raptors beaucoup moins affamée au match numéro 2. Est-ce qu'on peut attribuer ça à on a gagné le match numéro 1 facilement, Kawhi est en feu, Embiid n'est pas à 100%, peut-être qu'il ne jouera pas. Je pense qu'il nous manquait cette espèce de rage. J'ai hâte de voir le match numéro 3 ce soir, la première demi en particulier. On sort avec quelle énergie? Et les réservistes font quoi? Gasol et Green font quoi? Parce que ça a été l'autre problème. Tu parles de Siakam contre Embiid. Siakam a connu un match extrêmement difficile. Et je pense qu'il n'était pas prêt à ce qu'Embiid soit sur lui et lui donne autant d'espace. Embiid lui disait, le tir de 18 pieds, là, ou le tir de 22 pieds de 3 points, prends-le. Et Siakam ne voulait pas. On dirait qu'il voulait attaquer le panier. Il se rendait compte qu'il ne pouvait pas le faire. Moi, c'est ce que j'ai vu à plusieurs reprises, il était déstabilisé. Et les gars autour, Gasol n'attaque pas l'anneau, jamais. Green ne tire pas avec confiance, ne tire pas avec beaucoup de volume non plus. Hein? C'est pas comme s'il en tentait 8 des tirs de 3 points, donc il ne prend pas de rythme. Il a fini à 1-6 le match numéro 2. Et Green, honnêtement, Green fait du bon travail sur Redick, du moins dans le match numéro 2. Et Green, on dirait qu'il sert plus à poser des écrans sur Redick ou sur le joueur qui surveille Kawhi que de tirer. Il sert à poser des écrans. Et ça fatigue à un moment donné. Ton franc-tireur, il ne peut pas te donner 6 points, 3 rebonds, puis juste bien faire des écrans, puis bien jouer. Il faut qu'il t'en donne plus. Danny Green est allé à la guerre avec les Spurs souvent. Il a plus de 100 matchs d'expérience en série. Et Danny Green doit produire davantage. Et je suis sûr qu'il est le premier à l'avouer. Et en plus, il avait la chance de se racheter pour un mauvais match avec un tir de 3 points complètement ouvert dans les dernières secondes sur une passe de Kawhi. Je sais que Peter, il voulait que Kawhi prenne le tir ou qu'il fasse la fin de remettre à Green pour se libérer, pour tirer. C'est un des chevals de bataille de notre ami Peter Yiannopoulos. Avec ça remonte à LeBron en particulier. Mais pour moi, c'était la bonne passe parce que ça envoyait le ballon à ton meilleur franc-tireur, en théorie, tout seul à 3 points pour niveler la marque et potentiellement forcer la prolongation. Il n'a pas raté le tir par beaucoup. Ça a touché l'anneau à 2 reprises, c'est ressorti. Mais pour moi, Danny Green doit réussir ce genre de tir-là, surtout un soir difficile où il ne fait rien d'autre. Donc, Green t'en donne pas assez. Gasol me rend un peu fou. Et le banc, ça a été une catastrophe. Parce que si le banc te donne moindrement une production, tu finis probablement par gagner ce match-là. Et là, le problème, c'est pas que le banc... Ben, en fait, c'est un des problèmes. Le banc ne marque pas et le banc ne défend pas non plus. Si tu regardes dans le match numéro 2, Jody Meeks, 2 minutes, moins 4. Ensuite, tu as Fred VanVleet, je pense en 13 minutes, moins 18. Ibaka à moins 17. Powell aussi, je pense, à moins 13. J'ai envoyé les statistiques ce matin, là, mais à un moment donné, là, dès qu'un joueur de ton banc est sur le terrain, là, soudainement, on ne sait plus ce qui se passe. Mais c'est 50-15, hein? En passant la stats, les points marqués par le banc des Sixers lors des 2 premiers matchs par rapport à celui des Raptors. 50-15. C'est un énorme problème. Alors, j'espère que Powell, VanVleet et Ibaka ont eu honte et ont senti qu'ils ont un peu laissé tomber leur équipe. On a déjà commencé à lire et entendre des commentaires comme quoi ils doivent faire mieux. Ils le savent. Ils sont pas cons, ces gars-là. Là. Et VanVleet, c'est un membre important de ta rotation. En ce moment, il ne fait rien, mais rien du tout. Alors, à ce niveau-là, ça fait partie des choses que je vais surveiller ce soir. Parce que regarde, dans le match numéro 2, tu t'es fait battre par Ennis et Monroe. Si tu regardes simplement la différence entre les points du banc des Sixers, essentiellement avec ces 2 joueurs-là, et ceux des Raptors, les Raptors, c'est même pas difficile, mais en première demi, Greg Monroe a terminé, je pense, à 12. Il y a eu 12 de ses 13 points. En première demi, tu peux pas laisser. Je comprends que Greg Monroe a joué pour les Raptors, connaît bien Nick Nurse et la défense des Raptors, mais à un moment donné, tu peux pas te faire battre par Ennis et par Monroe en match éliminatoire, comme du côté des Sixers, tu peux pas te faire battre par VanVleet et Powell. Non, mais tu t'attendrais à plus de production de VanVleet, Powell et Ibaka que Dennis et Monroe. Parce qu'effectivement, Simmons, Embiid
et Reddick sont en dessous de leur moyenne de saison depuis 2 matchs. Tu as fait un bon travail contre eux collectivement. Et là, l'unité 2 arrive. Puis là, tout d'un coup, comme tu dis, Ennis est 1000 fois meilleur que Powell en ce moment. Ça ne devrait jamais arriver. Et Ibaka, je recevais des messages de certains amis pendant le match qui me disaient « Sors-moi Ibaka de là. Il nuit à ton équipe. C'est pas juste qu'il réussit pas de tir. C'est qu'il prend pas des bonnes décisions. Mais tu mets qui? Il met des fautes. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il faut le retirer. Je suis en train de dire que c'est le genre de match qu'il connaissait. C'était horrible. Il prenait des fautes en tentant de défendre en défensive. Il prenait son tir de 3-4 pieds, avait l'air garoché. Il n'était pas en confiance. Ses tirs de 3 points ne rentraient pas. Et il donnait rien. Alors, Ibaka, à 20 millions par année, à 115 matchs et plus de jouer en série, à l'importance qu'il a parce que tu joues à 8 joueurs en ce moment. Là. Jody Meeks, il compte pas. Là. Non. Les Raptors jouent à 8 joueurs. Déjà que c'est limite, c'est pas mal le minimum que tu peux utiliser en série selon moi. Tes 8 joueurs doivent tous t'apporter quelque chose. Ibaka, Van Vliet, Powell, rien fait au match numéro 2, doivent donner quelque chose à Nick Nurse ce soir. Et la blessure là, qui a tout changé, là, OG Anunoby. Parce que là, avec Anunoby, tu joues pas à 8, tu joues à 9. Et Anunoby te donne de la grandeur, te donne un tir à... Même si tu n'as pas connu une bonne saison. Là. Il donne quelque chose que tu n'as pas en ce moment. Ouais. C'est pas un facteur à minimiser. Tu as 100% raison. Je te l'ai dit il y a une semaine ou deux, là, je me rappelle plus dans laquelle balado qu'on a fait. Pour moi, c'est ce qui manque. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils vont perdre la série à cause qu'Anunoby se remet encore de son appendicite et de l'opération. Et on n'a pas de date de retour en passant. On n'a toujours pas de date de retour, mais tu as 100% raison. Ce n'est pas un facteur à négliger en ce moment. Moi, ce qui me fait peur, tu parles de Gasol doit produire davantage. Ce qui me fait peur, c'est qu'on dirait que il y a 2 semaines, on a dit Kyle Lowry, en autant qu'ils connaissent un bon match, affecte le match avec des vols de ballon, prendre des charges, faire des passes, c'est parfait. Gasol, en autant que Gasol soit bon défensivement, ça va. Et là, est-ce que si je suis bon en marque, là, ça fait 2 joueurs que tu enlèves, puis même s'ils ne marquent pas de points, c'est pas grave. OK, parfait, mais c'est parce que Siakam et Kawhi ne marqueront pas 75 points tous les matchs. Ça prend justement une 3e option. D'après moi, c'est peut-être Kyle Lowry, mais ça prend un Green, ça prend une 3e option. Et on ne sait pas c'est qui la 3e option. Faut que tu ailles 18 points de Lowry, comme tu as eu à peu près au 2e match. Faut que tu ailles une douzaine de points de Gasol, de Green, puis il faut que tu ailles 1 ou 2 gars de banc qui te donnent un 8 à 10 points. Ouais. Puis après ça, tu demandes à Leonard de t'en marquer 30, Siakam 22, puis tu devrais arriver à tes fins parce que ta défensive demeure solide. Mais en ce moment, tu n'as pas ça. Au match numéro 1, tu n'as pas eu ça. Tu as eu beaucoup trop de points de Siakam Leonard passé des autres. Puis au match numéro 2, ça a été encore pire parce que Siakam ne trouvait pas ses repères. Parce que là, les Sixers, eux autres, ils ont le beau jeu. Ils sont allés voler un match à Toronto. Ils ont mis fin à leur gang là, qui n'avait pas gagné là depuis 2012. Et là, ils reviennent à la maison. C'est pas une foule facile. Alors là, les Raptors, ce soir, dans un environnement hostile, je m'attends à ce qu'ils soient beaucoup plus focusés que le match numéro 2, qui sortent fort comme ils ont fait à Orlando, mais là, c'est un adversaire de taille. Là. Et c'est pas comme si les Sixers étaient en feu non plus, là, comme je te dis. C'est ça. Embiid, il fait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'Embiid va soudainement être guéri puis va marquer 30 points ce soir? Là, ce serait un autre facteur difficile à gérer. C'est une série qui va être longue, on l'a dit. Moi, j'ai dit Raptors en 7 au début, puis je continue de le croire. Honnêtement, je sais pas si ça va être long. Parce que, écoutez, là, je comprends que les Sixers ont gagné, là, mais les Raptors ont eu une chance de l'emporter. Ils perdaient par 18 points à un certain moment donné en première demi. Ouais. Ils ont connu l'un des pires premiers quarts de leur histoire. Ils étaient nulle part. Et malgré tout, là, on est passé à ça de l'emporter. Ça a pris... Si Green met son panier à 3 points dedans, si Lowry perd pas le ballon ou tente pas de nutmeg Harris sur la dernière possession, les Raptors peuvent l'emporter. Fait qu'imagine... Ça aurait été un vol, là, on s'entend, là, parce qu'ils ont mal joué, mais ils avaient quand même la possibilité de le faire. Je comprends ton point, mais on peut faire l'argument inverse que Embiid ne va pas faire 12 points en 28 minutes à tous les matchs. Si Embiid était en santé, je te donnerais raison. Oui, mais là, il n'est pas à 100%. On ne sait pas. La gastro, ça passe. Mais le genou, c'est autre chose. Il y a le dos. Oui. Cette série va être fascinante. On va le savoir. On va avoir un bien meilleur portrait après les matchs 3 et 4. Les Raptors doivent aller chercher une victoire à Philadelphie. Idéalement, les matchs 3 et 4. Mais en réalité, un des deux, tu reprends l'avantage du terrain,
puis tu reviens à Toronto. L'idée, c'est de ne pas perdre les 2 à Philadelphie puis de revenir à 3-1 à Toronto parce que là, ça devient très, très, très difficile. Les rebonds continuent d'être un problème pour les Raptors. Ils donnent beaucoup trop de rebonds offensifs. Ils n'arrivent pas à accoter les Sixers, même si sur papier, les Sixers sont pas tant plus grands aux positions 3 et 4, par exemple. Mais tu sais, il y a un Simmons qui vient un peu fausser la donne parce qu'il est si grand, 6-10 même. Là, c'est autre chose. Puis Mike Scott va peut-être revenir pour aider le banc aussi des Sixers dans les prochains jours. Donc, non, c'est une série qui est loin d'être jouée. Les entraîneurs, tu sais, là, les ajustements, ça devient important. Nick Nurse, il doit nous montrer qu'il est adaptable. Il doit avoir préparé Siakam à ce qu'il attend au match numéro 3 puis de la façon qu'on veut attaquer le panier. Siakam a un acharnement, une volonté presque inégalée. On l'a vu, il travaillait, il essayait de se rendre à l'anneau. Il a fini par faire des choses en deuxième demi. Mais c'est le jeu d'échecs. Puis Brett Brown prenait des temps d'arrêt systématiquement à chaque fois que les Raptors marquaient 1 ou 2 temps de panier d'affilée. Donc lui, il a changé aussi son approche pour minimiser les séquences des Raptors, briser le rythme. On a beaucoup de temps d'arrêt dans la NBA. On a des temps d'arrêt de télé, médias qui viennent se rajouter aux 7, je pense, qu'on a en tant qu'équipe. Fait que tu peux arrêter le match à une panoplie de reprises. Tu peux même prendre un temps d'arrêt juste avant ou juste après un temps d'arrêt télé pour en avoir 2 de... Tu sais, c'est des temps d'arrêt qui durent presque 3 minutes de temps réel. Fait que tu peux arrêter le match pendant 6 minutes de temps réel en l'espace de 10 minutes. C'est significatif. Il y a des moyens d'affecter le match en tant qu'entraîneur. J'ai trouvé que Brett Brown avait été beaucoup plus proactif au match numéro 2. Et Nurse, ben, il n'a pas l'expérience. Donc, ça fait partie des choses qu'il doit nous prouver là, dans les prochaines semaines parce que c'est plus juste, je me fie sur Kawhi. Puis j'espère qu'on a plus de talent que l'adversaire comme face au Magic. Là, c'est plus complexe que ça. Là. Et tu sais, Marc Gasol, c'est un gars qui, en carrière, marquait entre 14 et 18 points par match. Et là, depuis le début des séries, c'est 8,5. Et il y a eu seulement 6 tirs. Et comme je le disais, c'est sûr que le fait d'avoir été doublé pendant tout le match, offensivement, c'est difficile, mais là, c'est un gars qui doit marquer. Si Gasol marque 15 points, les Raptors gagnent possiblement le match numéro 2. Non, absolument. Ça prend vraiment, comme on le mentionne depuis tantôt, une 3e, une 4e option. Et Marc Gasol, c'est un gars capable de marquer. Et Nick Nurse, ce matin, justement, dans son point de presse, disait on va essayer d'amener le ballon plus souvent à Marc Gasol. On a besoin de ses points à Marc Gasol parce que là, tant qu'on va doubler Gasol, on ne peut pas profiter de Harris contre Gasol. Et ça veut dire que Embiid va être sur Siakam. Il faut absolument enlever Embiid de Siakam. Et pour faire ça, ben, il faut que Gasol commence à marquer, sinon c'est tellement facile. Ben, c'est ça. C'est le jeu d'échecs. Alors, si tu mets le focus sur Marc Gasol, on va t'envoyer le ballon, on veut que tu essayes de tirer, on veut que tu sois plus agressif comme dans le temps avec les Grizzlies. Puis après ça, ça force Brett Brown à changer son approche. Ben là, ça, c'est un autre pas dans le jeu d'échecs dont on parlait. On est rendu là. On est dans les subtilités qui vont te donner le petit avantage qui fait que tu vas gagner par 4 au lieu de perdre par 3. Ça va être une série. Moi, je vois pas comment la série va se finir en 5. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'une équipe va remporter les 3 prochains matchs. Donc, quand les séries se rendent en 6 ou en 7, là, ça se départage de pas grand-chose. On est là. On parlait d'une guerre en deuxième ronde, autant pour Rockets Warriors que Bucks Celtics, potentiellement Blazers Nuggets et Raptors 76ers. C'est ce qu'on constate présentement. 3 des 4 séries sont 1-1 après 2 matchs. Et Warriors, qui mènent 2-0, auraient facilement pu en perdre un des deux. Peut-être même les deux. Là. Les Rockets étaient dans le coup les 2 fois. On y reviendra dans quelques minutes. Donc, la deuxième ronde, là, elle est à l'inverse de la première. Elle est fascinante parce que là, on la retrouve, la fameuse parité qu'on cherche toujours parce dans que la la première NBA. ronde a été, bon, so-so peut-être. Très moyenne. Il y a juste une série qui est allée en 7 et la majorité était en 4 ou en 5. Donc, on vous rappelle donc les rendez-vous. D'ailleurs, vous étiez nombreux à nous écouter au match 1 et 2 de cette série. Donc, on vous remercie à la télé. Match 1 RDS, match 2 RDS 2. Le reste de la série est sur RDS 2. Jeudi 20h, donc ce soir, tu seras en compagnie de Peter et Will. Exact. Dimanche après-midi, Peter et Max Boudreau. Mardi prochain, on aura Mika Guerrier, que les gens apprécient, qui est un grand fan de basket, qui viendra servir de co-analyste pendant la rencontre. On l'a déjà accueilli ici, d'ailleurs. On l'a déjà accueilli sur notre plateau à la NBA, donc un gars super polyvalent et connaisseur. Et on aura également notre prochain montage de début de match mardi soir prochain pour le match numéro 5. Avec À la Claire ensemble, la famille. Et j'ai déjà vu là, les premières ébauches là, du montage et croyez-moi, ça va être un bijou, ça marche bien. Là, juste pour savoir, petite parenthèse, vous saviez que j'étais à Toronto pendant quelques jours.
Avez-vous vraiment commencé à appeler Pascal Siakam Épicé P en ondes? On l'a- J'étais pas là, on l'a mais fait- je l'ai vu sur Twitter. On l'a fait une fois, mais il y a un contexte. Je vais Parce l'expliquer. que... Mais c'est parce que c'était vraiment un tweet sympathique de John Lou. Ouais. John Lou, c'est le journaliste de TSN qui est affecté à Montréal. Et donc, on le voit plus souvent couvrir les matchs, les activités des Canadiens pendant la saison, mais c'est également un fan de basket. Et il regardait notre reportage en français lors du match numéro 1, je crois. Ouais. Et a lancé un tweet en disant Hey, bel job, les gars d'RDS, c'est le fun, ça fait changement d'écouter en français. J'attends juste qu'un de vous, par exemple, se mette à appeler Siakam Épicé P En ou place de P Spicy épicé P, à la ouais. place de son surnom en anglais, Spicy P, qui est de plus en plus utilisé par nos collègues anglophones ailleurs au Canada. Et donc, je répliquais à la blague que j'y songeais sérieusement, mais Peter a volé la mèche Non, mais là, en disant Ah, ben là, on va le dire son nom, John Lou, on va répondre à sa demande. On est de même, nous autres. On est accueillants, on est sympathiques. Alors, ça a été lancé une fois. J'ai trouvé l'idée très drôle et c'est surtout sympathique que lui partage un peu son expérience en tant qu'anglophone de Montréal qui voulait voir un peu qu'est-ce que ça donnait en français parce que veut pas culturellement ça fait pas longtemps qu'on a recommencé. On a commencé en série il y a 1 an. ouais. On faisait de la NCA avant, mais je pense que les gens découvrent encore le fait que le basket en français il y a du basket à RDS. est une option avec du monde peut-être un peu plus jeune qu'à l'époque et donc une perspective différente. Et c'était vraiment sympathique. Mais pense pas qu'on va commencer à l'appeler Épicépé à tous les matchs. Je te l'impose pas pour les matchs 3 et 4 que tu vas décrire, mais regarde, sens-toi bien à l'aise parce que moi, j'ai trouvé ça très drôle. Entre toi et moi, là, je pense que... entre nous autres, là. Oui, juste nous deux. Ouais, Oui. juste nous deux et les milliers de personnes. Je pense que dans le match numéro 4, je vais apporter des piments épicés. Et là, je vais forcer Peter à prendre une bouchée chaque fois qu'il va le dire épicé P ou P épicé. Comme ça, peut-être que ça va mettre fin à P épicé. Donc, c'est une conséquence. Donc, Ouais, toi, t'es pas un fan de ça. Ouais, tu veux qu'il souffre en le disant puis qu'il arrête de le dire. C'est ce que je comprends. Ou bien, s'il veut absolument le dire, ben... Let's go. OK, c'est bon. C'est intéressant. Mais chose certaine, ce soir, hein, on en parle encore, ça va prendre une bien meilleure performance de IPCP, Pascal Siakam, parce que ça a quand même été difficile dans le match numéro 2. Et comme je le mentionnais, malgré tout, on est passé à ça de l'emporter. Exact. Bon, basculons vers les autres séries. C'est toi, c'est le choix du chef. Tu veux aller à Celtics pour compléter l'Est ou tu veux aller à... Il manque le chapeau, par exemple. Je vais t'en trouver un chapeau choix du chef, si tu la veux. Semaine prochaine, parfait. Ou tu veux aller vers la série polarisante dans l'Ouest. C'est toi qui choisis. Je vais rester dans l'Est. Parfait. Je vais rester dans l'Ouest avec Bucks Celtics. Parlez-en à Paul Pierce de cette série-là après le match numéro 1. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu. Il a dit la série est essentiellement finie. Les Celtics vont gagner la série. Bon, c'est sûr que Paul Pierce a déjà gagné avec les Celtics. C'est son ancienne formation. Ouais. On peut comprendre. Mais après le match numéro 1, il a dit c'est terminé. Et Antetokounmpo a joué une rencontre très, très, très ordinaire. En fait, je dirais pas mal... Tout le monde chez les Bucks a connu un premier match exécrable. Ouais. Et là, tout le monde se disait, vous voyez, les Bucks, dans le fond, sont pas si bons que ça. Les Bucks, on savait que c'était pas une si grande équipe que ça. On se fait massacrer à domicile. Kyrie Irving connaît encore une fois un match exceptionnel. Ouais. Et ça, c'était le match numéro 1. Lorsqu'on est allé au lit cette soirée-là, on s'est dit, Alex, peut-être que ta prédiction de Celtics en 7, je suis la seule personne à RDS qui prenait pour les Celtics. Peut-être là, que c'est une prédiction formidable. Mais dans le match numéro 2, les Bucks vraiment ont renversé la vapeur. Antetokounmpo a été excellent. Bledsoe aussi. Middleton, on a vraiment vu les options 2, 3, 4 des Bucks se mettre en marche. Mais ça a été un peu comme les Raptors, un début de série en 2 temps. Parce que, oui, il y a le match numéro 1 dont tu viens de parler. Et là, ensuite, au match numéro 2, au début du 3e quart, ou à un certain point au 3e quart, c'était 74-71, si je ne m'abuse. Alors, les Celtics étaient à 3 points, continuaient d'embêter Antetokounmpo, qui avait eu une première demi encore assez difficile. Pas de tir réussi du périmètre au premier quart. Lui, il a pris charge du match et les Bucks ont remporté le 3e quart 39-18. Ça fait partie des caractéristiques fréquentes qu'on a vues des Celtics cette saison. Quand tu penses que tu as tout compris à leur sujet, qui sont vraiment... Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rôle clair de leadership, ils se mettent à super bien jouer. Et des fois, à l'inverse, tu penses qu'ils ont trouvé leur rythme et qu'ils sont la meilleure équipe de l'Est comme on pensait qu'ils allaient l'être avant le début de la saison. Et là, il arrive un quart comme ça où ils se font dominer puis ils perdent un peu les pédales. Kyrie a terminé le match avec quoi?
4 en 18, 9 points. 9 points, alors que ça faisait 3 semaines, 4 semaines qu'ils jouaient comme un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Alors, c'est pas fini cette série-là. Paul Pierce, je dis pas qu'il n'aura pas raison. Les Celtics peuvent remporter la série. Mais ils ont volé un match à Milwaukee, ils reviennent à la maison, ils sont super difficiles à battre au TD Garden. Mais de là à penser que la série était finie après le premier match, il va le regretter un peu. Il va se le faire remettre sous le nez pendant des semaines là, si ça vire mal. Parce que les Celtics, c'est les Celtics. N'est pas me dire que vous les avez compris puis vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous donner à chaque soir puis que vous savez... Et si oui, ben bravo. Parce que... Ben non, mais vous êtes menteur si vous pensez ça, sérieusement, puis j'accuse personne. Mon point, c'est que les Celtics peuvent nous sortir un lapin de leur chapeau à tout moment et le lapin peut être le meilleur lapin que vous avez jamais vu ou le lapin le plus tout croche que vous avez jamais vu. C'est vraiment ça, les Celtics. Ouais. Alors, on embête Giannis par moment, mais là, tout d'un coup, regarde... Dans le match numéro 1, Al Horford a fait de l'excellent boulot contre Antetokounmpo, où là, on se disait, si c'est pour être comme ça à chaque match, oubliez ça, le Greek Freak va se faire manger tout rond par Horford. Mais dans le match numéro 2... Ben, regarde, Alex, Antetokounmpo, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que les joueurs de soutien des Bucks au match numéro 2 ont été bien meilleurs que, par exemple, les joueurs de soutien des Raptors au match numéro 2. Alors, Brook Lopez, 10 points, OK. Mirotic, 9 points, 9 rebonds, OK. Chris Middleton, 28 points, 7 rebonds. Ça, c'est vraiment ce que tu avais besoin de ton deuxième meilleur marqueur en théorie. Et Eric Bledsoe, qui a toujours de la misère face aux Celtics en série, qui n'avait pas été très bon au match numéro 1. Là, c'est 21 points, 5 aides, 3 rebonds, 7 en 12 du périmètre. Là, tu parles. Parce que là, tu n'as pas demandé à Giannis de marquer 40 points, sinon l'équipe allait perdre. Là, tu as gagné par 30. Tu as eu une production équilibrée. Les Bucks vont arriver à Boston avec plus de confiance, je crois, que l'année passée, où c'est une série où essentiellement Milwaukee gagnait à domicile, Boston gagnait à domicile, puis ils ont manqué de ressources. Là, cette année, ils ont des ressources additionnelles. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'encore que ma prédiction est bonne. Ben, est bonne. J'aime encore ma prédiction de Bucks en 7. J'ai l'impression qu'ils vont prendre la confiance graduellement, puis les Celtics sont trop une boîte à surprise. Parce que les Bucks à 3 points dans le match numéro 2, on a bien fait. 20 en 47 dans le match numéro 2. Après 13 en 39 dans le match numéro 1. On tire beaucoup à 3 points. On va vivre et mourir essentiellement avec ces tirs à 3 points-là. Moi, ce que j'ai remarqué dans le match numéro 2, Gordon Hayward, encore une fois, boîte à surprise. On n'a aucune idée de ce qu'il va te donner. Moins 30. Exact. Moins 30. Jaylen Brown, moins 29. Puis je comprends que les plus et moins au basket, c'est une statistique qui est correcte. C'est trompeur, mais ça dit quelque chose, Alex. C'est ça. Si ton équipe ne s'impose jamais et tu te fais dominer quand tu es là, écoute, oui, c'est un sport collectif. Oui, la défensive se joue à 5 et non pas à 1. Mais viens pas me dire que tu as eu un impact positif sur le match et que ton chiffre final, c'est moins 30. Alors, Gordon Hayward, c'est un reflet parfait de la saison des Celtics. Capable du meilleur comme du pire. Et ça va dépendre beaucoup de Kyrie. Si Kyrie joue comme au match numéro 2, les Celtics ne pourront pas gagner la série. Non. Et si ça, c'était une anomalie, puis qu'il reprend son rythme, surtout à domicile, puis qu'il se met à marquer 25 points, prendre les bonnes décisions, impliquer les bons joueurs, je préfère Kyrie comme meneur, joueur le plus dominant de la série, d'une certaine façon, que Giannis. Giannis a un impact incroyable sur le match, mais Kyrie a le ballon dans ses mains en tout temps. À chaque fois, il peut marquer quand il veut souvent et il va avoir un gros mot à dire dans les fins de rencontres serrées. Alors que Giannis, je suis toujours pas certain si tu peux te fier sur lui à ce moment-là. J'ai hâte de voir qui va le surveiller parce que Kyrie Irving, donc contre Bledsoe et Hill, 4 en 8 et contre tous les autres, 0 en 9. Donc, on a peut-être trouvé une façon de stopper un peu Kyrie Irving. J'ai hâte de voir justement. Dans le match numéro 3, et moi, c'est ça qui me fascine. Dans le match numéro 1, Greek Freak, beaucoup de difficultés contre Al Horford. Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire dans le match numéro 2? Connaît un bon match numéro 2. Là, Kyrie, on a peut-être trouvé une solution pour arrêter Kyrie. Regardez bien dans le match numéro 3. Tous les ajustements. Mike Budenholzer, pour vrai, pour les Bucks de Milwaukee, fait du très bon travail et ça, c'est l'autre différence avec l'année passée, Alex. On n'avait pas un entraîneur de premier plan capable de rivaliser de finesse et de connaissances basket, de stratégie comme Brad Stevens peut le faire pour Boston. L'année passée, c'était Joe Prunty. C'était un illustre inconnu qui a été là quelques mois. Puis on a fini par ouvrir la bourse puis aller chercher un des meilleurs agents libres comme entraîneur-chef. Et je pense que c'est dans ces moments-ci que ça doit payer. Ajustement
convaincant au match 2 pour Budenholzer. Alors là, on s'en va à Boston. Ouais. Et autant à Philadelphie qu'à Boston dans les prochains jours, là, il va y avoir une intensité dans le tapis. Là. Les partisans, les équipes, on joue gros. Parce que je ne veux pas trop m'avancer sur l'avenir, là, parce qu'on est vraiment dans les séries puis on va se focusser sur l'immédiat. Mais il y avait un article sur ESPN ce matin qui m'a beaucoup intéressé. J'ai même pas eu le temps de le finir, mais qui faisait l'état de à quel point les 2 prochaines semaines vont être déterminantes pour la suite des choses dans l'Est. Qu'est-ce qui arrive si Kyrie perd contre les Bucks au 2e tour? Est-ce que ça influence sa décision comme agent libre cet été? Qu'est-ce qui arrive si Kawhi perd au 2e tour et qui détermine que l'équipe autour de lui est peut-être un peu trop vieillissante? Il y a des gars en fin de contrat. Il y a Siakam, mais est-ce que le reste est assez? Puis il décide de s'en aller. Tu sais, Jimmy Butler, je veux dire, il a joué super bien joué au match numéro 2. Agent libre à la fin de l'année, moi, je pense pas qu'il revient à Philadelphie. Mais s'il se rend en finale, peut-être qu'on doit changer d'approche. Chaque équipe a un joueur majeur qui va être... les résultats des 2 prochaines semaines vont nous en dire long sur l'été dans l'Est. Et juste pour boucler la boucle sur ça, moi j'ai hâte de voir du côté des Raptors. Si Kawhi reste, c'est parfait. Je pense pas qu'on ait l'équipe pour gagner le championnat cette année. On verra si Kawhi est exceptionnel, si Siakam peut-être, mais clairement, là, il manque un autre joueur, ce que Ibaka ne donne pas. C'est bien beau d'avoir Marc Gasol, mais si Kawhi reste, j'espère que Kawhi va se servir de ses contacts, va tenter d'attirer quelqu'un d'autre. Parce qu'on le voit, là, puis on en a parlé plus tôt, c'est mince chez les Raptors. Tu as Siakam pour l'avenir, tu as Anunoby, mais là, Lowry va être rendu à quoi, 34, 35? Mais c'est tough, Alex, parce que cette équipe-là ne peut pas vraiment être démantelée, selon moi, avant 1 an. Il te reste 1 an à gros prix de Lowry après cette année. Il te reste 1 an à gros prix d'Ibaka. Il te reste 1 an à gros prix de Gasol s'il prend son option de joueur à 26 millions, ou 27 ou 25. C'est sûr qu'il va embarquer dans cette option-là. Tu dois vivre avec cette équipe-là pour une autre année. Alors, si Kawhi décide de rester à long terme, parfait. Dans 1 an, on va avoir de la flexibilité pour être peut-être créatif. Ou peut-être qu'on va refiler un des gros contrats à une équipe qui veut se créer de la flexibilité salariale 1 an plus tard, puis avec un choix, effectivement. Il va falloir être créatif. On sait que Masai Ujiri est audacieux et créatif. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Je suis en train de dire que c'est pas comme les Knicks de New York où tu n'as presque aucun salaire garanti pour l'année prochaine, puis tu peux faire toutes sortes de manipulations. Mais je pense qu'on va laisser faire les histoires de Kawhi restera-t-il parce que j'ai comme le feeling que le jour où les Raptors vont être éliminés, on espère que c'est dans plusieurs semaines encore, ça va être la discussion sur toutes les lèvres. On va avoir des questions à tous les jours sur Twitter. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. On le sait pas, mais c'est sûr. On peut spéculer sur ce sort-là. Warriors contre Rockets, Mathieu. Il faut aller là. C'est la finale avant la finale, on va se le dire, pour plusieurs personnes. Et ça attire l'attention comme une finale avant la finale, justement. Le problème dans le match numéro 1, c'est que l'attention n'est pas nécessairement sur les joueurs, sur les arbitres. James Harden, encore une fois, s'est plaint aux arbitres et je peux le comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu le match numéro 1, régulièrement, le joueur qui défendait James Harden ne le laissait pas atterrir après ses tirs à 3 points. Et malgré tout, les officiels n'ont pas décerné de faute, ou très peu, aux joueurs des Warriors. Et James Harden n'était pas content. Chris Paul se plaint généralement aux arbitres de toute façon, mais était furieux. S'est fait expulser à la fin du match numéro 1. Il y a beaucoup de pression pour les deux équipes. Et c'est là que je te dis, c'est presque une finale avant la finale. Et c'est traité comme tel, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, là, de toute cette saga Harden, Chris Paul et les arbitres? Mon premier constat, j'ai plusieurs constats. Mon premier constat, c'est je pense que les Rockets sont devenus les favoris au début de cette série-là. Ça leur a comme surprenamment envoyé la pression. Tu sais, on voyait ça comme c'est votre chance de vous reprendre. Vous avez perdu de peine et de misère l'année passée, puis probablement à cause de la blessure à Paul, puis des tirs ratés de 3 points au 7e match. La chance était là. Vous êtes de retour cette année. Vous avez fini la saison en force. Vous êtes plus reposé que les Warriors à l'aube de ce début de série. Curry est magané. Thompson est magané. Le match numéro 1 est à votre portée. Vous étiez à San Francisco, à Golden State, avant même les Warriors, qui eux autres terminaient la série à Los Angeles. Tout pointait vers une victoire, ou au moins une victoire lors d'un match 1 ou 2 du côté des Rockets. Et je pense que c'est tout d'un coup devenu le narratif. Ah, c'est leur année. C'est leur année, c'est là que ça se passe.
Et je pense que les Warriors ont comme pris ça avec joie comme rôle de simili underdog là, et de dire OK, on va voir si vous êtes encore les favoris ou si vous êtes enfin les favoris. Les 2 matchs ont été serrés. Moi, je déteste le chiolage sur les arbitres parce que j'ai l'impression que ça enlève l'énergie où elle doit être. Gagnez les games. Le spotlight est ailleurs. Faites fi des arbitres. Prenez-les comme motivation pour dire, malgré vous, on va gagner. Mais là, vous réussissez pas les gros tirs au gros moment. Puis après ça, les conférences de presse d'après-match sont passées à chialer sur les arbitres. Puis là, parler que lors du match numéro 2, ça va être Scott Foster, l'arbitre du match. Puis que Scott Foster, quand il est devant nous, Harden avait dit cette année, il y a une vendetta contre moi. Il m'aime pas. Ouais. Il appelle tout le temps des fautes. Là, on sort les graphiques. Quand les Rockets jouent en série depuis 2017, puis que c'est pas Foster l'arbitre, ils sont 21-7, puis qu'ils sont 0-6 quand c'est Foster. C'est pas normal qu'un arbitre te rentre dans la tête comme ça. Non, mais Scott Foster a 2 autres collègues à ses côtés qui appellent des fautes, puis au 2e match, malgré la présence de Scott Foster, il y a eu plus de fautes appelées contre les Warriors que contre les Rockets. Alors, venez pas me dire que c'est ça qui fait que vous vous faites voler puis que la Ligue veut pas que vous gagniez. Excuse-moi, là, mais si tu mets le ballon plus souvent dans le panier que l'adversaire, ce qui est encore possible, même si Scott Foster est l'arbitre. Et c'est encore ça, le jeu de basketball? C'est ça, le jeu de basket. Vous allez pouvoir gagner puis la Ligue ne pourra rien faire. Venez pas me dire que la Ligue veut absolument que les Warriors battent les Rockets puis qu'ils vont faire toutes sortes de manipulations. Ça change rien. Ça change rien. Alors ça, je trouve ça dommage. Puis j'ai l'impression que les Rockets perdent un peu leur focus. Ça a été mieux au match numéro 2. Draymond l'a dit après le match. Il dit « J'étais content ce soir. On a chialé moins qu'au premier match. Les 2 équipes. On a joué au basket. Draymond a dit que les Rockets avaient été bons joueurs au match 2, qui avaient joué au basket, qui avaient mis toutes les histoires du match 1 de côté. Mais il reste qu'ils ont perdu encore. Parce que dans le match numéro 1, je revenais de l'entraînement des Raptors. Je suis dans ma chambre, puis là, je regarde le match. Le premier quart, même, le premier quart et demi du match numéro 1, Rockets-Warriors, c'était horrible. Ouais. Les Warriors avaient plus de revirements que de paniers. Les Rockets ont commencé le match à 3 points, 0 en 8, jusqu'à temps, je pense, que James Harden en mette un dedans enfin. C'était, là, honnêtement, du mauvais basketball. Ouais. Les Warriors, j'ai jamais vu les Warriors aussi désorganisés que ça. Et... Mais c'était une opportunité à saisir pour les Rockets, Alex. C'est là que je reviens. Mais ils ont été pitoyables à 3 points. Et c'est ça. On a tenté tellement de tirs à 3 points qu'on a raté. Et c'est pour ça que tu as perdu. C'est pas à cause des fautes, c'est pas à cause des officiels. J'ai zéro sympathie en ce moment pour le narratif de les arbitres. Et ils ont ressorti des histoires, des stats de 2018 en série, comme quoi il y avait, je sais pas, 70, pas faute, mais 70 appels d'arbitres dans cette série-là que les Rockets avaient jugé qui avaient été manqués et qui auraient fait toute la différence. Excuse-moi, là, t'as raté 27 tirs de 3 points d'affilée. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. T'as beau décortiquer toutes sortes de séquences où peut-être qu'à 2 minutes du 3e quart, il y a eu un coup de bras de Sean Livingston sur PJ Tucker. Non. T'as raté 27 tirs d'affilée de 3 points. C'est ça qui t'a fait perdre le 7e match. Alors, je trouve que ça... numéro 1, clairement. Ben, ça enlève au côté basket. Et là, les Rockets, là, ils ont besoin de nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre au match numéro 3. On revient à la maison. Ils ont été intraitables à domicile depuis le début des séries, depuis plusieurs mois. Et ils doivent aller chercher ce match-là et rendre cette série-là viable. Parce que s'ils perdent ça, c'est fini. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir la réponse et la preuve de caractère qui va venir avec. Juste pour vous dire, là, dans le match numéro 1, 14 en 47 à 3 points. On a tenté seulement 27 tirs de 2 points contre 47 à 3 points. Lorsque tu tires à 29,8 %, c'est pas des arbitres. Les arbitres, c'est pas eux qui font en sorte que... C'est sûrement les arbitres, Alex. 14 en 47 sur 3 points, là, ils n'appelaient pas assez de fautes sur les 3 points. C'est les arbitres. Ouais. Hey, ça fait aucun sens. En tout cas. Et puis mais l'autre chose qu'il faut parler dans cette série-là, là, je m'excuse, puis je ne serai pas original, là, mais c'est Kevin Durant. Ouais. Kevin Durant est sur une séquence incroyable en ce moment. Kevin Durant nous force à nous poser la question, est-ce qu'il est en fait le meilleur joueur de la NBA? Parce que Harden et Giannis ont été plus productifs sur papier cette année. Tu regardes les chiffres, tu regardes l'impact qu'ils ont eu sur leurs équipes respectives, alors que Durant fait partie d'un tout à Golden State, puis c'est donc difficile de le prendre
séparément. Il a Curry, Thompson à ses côtés, puis ça fait partie de la vie. Mais quand il prend en charge des matchs comme la fin de la série face aux Clippers, le début de la série face aux Rockets, il te force à te poser la question. Si j'avais un joueur présentement que je pouvais mettre sous contrat là, en ce moment pour rendre mon équipe meilleure, ou en tout cas pour marquer des points, là, c'est probablement lui que je prendrais. Il mesure 7 pieds, Alex. Il est capable. Faut que je fasse attention à ce que je veux dire, mais. Je préfère lui à Harden, personnellement. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur être capable de marquer à volonté, de prendre les tirs qu'il veut à volonté, de les réussir à volonté? C'est pas Kobe, parce que Kobe était plus petit un peu, il tentait beaucoup de tirs. C'est pas LeBron? Au volume. LeBron, des fois, il décide de passer le ballon. LeBron, quand il veut marquer et attaquer, LeBron est bon pour attaquer, mais Durant tente des mid-range, ça rentre. Ouais. Tente des tirs à 3 points, ça rentre. Ouais. Tente des tirs juste à l'intérieur de la ligne de 3 points, ça rentre. Ouais. Tu peux pas le défendre. Comme marqueur pur, t'as raison. Il faut remonter à Jordan, peut-être. Ben, c'est le nom que je voulais pas dire parce que j'ai pas envie que... Mais non, mais c'est pas une comparaison de Durant-Jordan, mais en termes de marquer des points, de prouesse offensive pure, capable de créer ton tir en tout temps, inarrêtable, aussi confiant de 10 pieds que de 23 pieds, tu as 100% raison. Et même qu'il est plus à l'aise de longue distance que Jordan ne l'était. Jordan a fait sa vie à 18 pieds. Là. Durant a une portée illimitée et en ce moment en pleine confiance. Puis c'est assez drôle de constater que c'est dans la fin de saison où il devient agent libre. Tout le monde pense qu'il s'en va à New York, qu'il est peut-être moins dévoué à la cause des Warriors. Ben lui, je pense qu'il s'en fout un peu de ce que les gens pensent, puis il vient de décider qu'il allait amener ça à un autre niveau. C'est peut-être un niveau qu'on n'a jamais vu de Durant. Hein? On l'a vu avoir du succès fou. Il a été MVP des dernières finales. Il avait été fantastique avant de quitter le Thunder. Mais là, j'ai l'impression qu'en termes d'amener son jeu à un niveau suprême, c'est beau à voir. C'est exceptionnel. Puis c'est peut-être lui en ce moment qui est en train de prendre les Warriors au complet sur son dos. On a toujours dit que c'était l'équipe à Curry. Oui, mais Curry est un peu magané, un petit peu mal à la cheville. Et surtout, Curry, c'est un franc-tireur. C'est pas un gars qui peut créer son tir à tout moment, à volonté, comme tu dis. Alors, c'est un joueur spécial, Kevin Durant. Et la prochaine étape de Durant, ben, on la voit. C'est un peu pareil du côté des Raptors avec Kawhi. Moi, j'ai hâte de voir Draymond Green. Il a été chanceux à écoper de sa 4e faute technique déjà. Mais il joue mieux. Dans les séries, il joue mieux. Et heureusement, la NBA a annulé cette 4e faute technique lorsqu'il est venu aux prises avec Néné. Et heureusement, parce que à 7 fautes techniques en match éliminatoire, on est suspendu pour un match. Ensuite, la 8e, on a une amende de 5 000 $. La 9e, on a un autre match de suspension. La 10e, donc à chaque 2 fautes techniques par la suite. Et souvenez-vous, quand Draymond Green a été suspendu pour la dernière fois, essentiellement, c'était contre les Cavaliers. On menait 3-1, match de suspension, la série est revirée de bord. Et c'est pas pour le moment que j'ai peur, entre guillemets, pour les Warriors. Ça sera en finale. Ouais. Mais si on atteint la 7e avant la finale, là, à chaque 2 fautes techniques, fait que pour Draymond Green, c'est à chaque 3-4 matchs, on est suspendu. Fait que ça pourrait venir brouiller les cartes un peu du côté des Warriors de Golden State. Il nous reste une dernière série entre les Nuggets et les Trailblazers. Le petit cousin ignoré. Hein? La série parmi les 4 qui fait moins jaser, mais qui, honnêtement, a beaucoup d'histoires à raconter. Les Blazers qui ont terminé troisième dans l'Ouest cette saison, qui affrontent donc les Nuggets qui ont fini 2e. Les Nuggets ont l'avantage du terrain. Les 2 premiers matchs sont complets. Là aussi, c'est une série égale 1-1. Les Nuggets ont gagné le match 1 par 4. Le match numéro 2 a été remporté hier soir par les Blazers par combien? 7 environ? Quelque chose comme ça? Je vais vous dire ça à l'instant. C'est à toi. 97-90. Donc, c'est une série qui risque d'être longue aussi pour différentes raisons. Parce que moi, j'ai l'impression que les Nuggets ont comme été libérés par la première ronde. On n'avait pas remporté une série d'après-saison depuis vraiment longtemps. Surtout pas avec ce jeune noyau-là. Non. Nikola Jokic est extraordinaire. Un des meilleurs joueurs de centre de l'NBA pour le moment. Murray joue quand même bien, notre Canadien. Il connaît certains soirs un petit peu plus difficiles, mais en général, il marque son 20 points par match. Parenthèse, lorsque Murray marque moins de 20 points depuis le début des séries, les Nuggets ont perdu à tout coup. Et lorsque Murray marque plus de 20 points, les Nuggets ont remporté tous leurs matchs. Ouais. Donc, ça donne une bonne... Et donc, cette série-là, on pensait tous que les Blazers étaient favoris, qu'ils avaient Dame Lillard en feu, qu'ils étaient plus reposés, qu'ils avaient un petit peu plus d'expérience que les Nuggets. Mais en fait, Denver est très difficile à battre à domicile.
Et bon, même s'ils ont perdu le match numéro 2, Denver va être compétitif à tous les soirs. Les Blazers, c'est pas comme si c'était les Warriors avec 8 joueurs qui peuvent marquer plein de points. Ils ont une belle profondeur, mais il reste que tu mises beaucoup sur Lillard et McCollum. Je sais pas, honnêtement, cette série-là, Alex, Jokic peut faire ce qu'il veut à l'intérieur face à Enes Kanter. Qui fait quand même bien, correct. Qui fait bien offensivement, mais qui ne sera jamais capable vraiment de ralentir Jokic offensivement. Et après ça, ben c'est... Je sais pas, honnêtement. C'est une série qui me fascine parce que c'est des équipes qui n'ont pas été en deuxième ronde des séries, ni l'une ni l'autre, depuis toujours, qui sont bâties de la même façon dans la mesure où ils ont beaucoup de profondeur. Ils vont jouer à 9 joueurs, à 10 joueurs des deux côtés. Torrey Craig s'est fait maganer à Rodney Hood, avec 15 points hier, sort un peu de nulle part, entre guillemets. Il donne 15 points. Et là, tu gagnes par 7. C'est Tombant, encore une fois, qui fait du bon travail. Collins avec 10 points. Qu'est-ce que tu retiens d'autre de cette série-là? Qu'est-ce que je retiens d'autre de cette série-là? Une excellente question. Je trouve, comme tu as dit, c'est deux équipes qui sont bâties essentiellement de la même façon. Et c'est drôle parce que peu importe qui va remporter cette série-là, on va dire qu'ils n'ont aucune chance contre soit les Rockets ou contre les Warriors. Ça, c'est clair. Mais je sais pas, je trouve que c'est des formations qui jouent bien ensemble. Jamal Murray te donne des bonnes minutes du côté des Nuggets, blessé à la hanche par contre. Je pense qu'il joue dans 2 jours et là, il va avoir des traitements à la hanche. Il avait reçu un écran très difficile contre Pirtle des Spurs dans la première ronde. Et là, hier, on l'a vu, plus le match avançait, plus il y avait de la difficulté à se déplacer. Et comme je l'ai dit, pour moi, Murray, c'est la clé. Quand il marque plus que 20 points, on gagne. Quand il marque moins de 20 points, on perd. Donc là, c'est un gars comme Murray qui est important, qui est blessé ou qui n'est pas à 100%. J'ai hâte de voir comment ça va aller, cette série-là. Mais je ne serais pas surpris, honnêtement, que les Blazers gagnent les matchs 3 et 4 à domicile. Cette foule-là est extraordinaire. Ils sont confiants quand ils jouent à la maison. Lillard est particulièrement confiant à la maison. Lillard ou Jokic, c'est qui le meilleur joueur de la série? Honnêtement, c'est probablement un A, un B. Là. Tu ne peux pas vraiment te tromper. Les deux ont un impact majeur sur leur formation respective. Mais peut-être que le fait d'avoir volé un match sur la route, s'ils sont capables d'aller concrétiser ça, les rencontres 3 et 4, surtout si Murray n'est pas à 100%, ben là, ils vont prendre un ascendant sur cette série. Moi, j'avais dit les Blazers en 5 ou en 6, je ne me rappelle plus. Et pour l'instant, là, basé sur le match 2, je demeure relativement confiant. Donc, c'est la série la moins sexy des 4, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas serrée et longue. Je pense que ça va être la plus longue probablement. Mais effectivement, c'est pas la plus sexy. S'il y a des gens qui ne regardent pas souvent la NBA, vous regardez le 5 partants de chaque côté. Et pour les gens qui ne suivent pas ça, il n'y a pas nécessairement de joueurs connus. Tu notes 2 ou 3. Pas le star power. Là. Non, exactement. Mais pourtant, c'est une série qui est égale. Moi, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas juste du star power. Je veux une bonne série égale et je trouve que ces deux formations-là sont pas mal égales, justement. Et le match-up, la confrontation importante, ça va être Jokic contre Kanter. Et pour le moment, c'est Jokic qui a le dessus. Mais pour moi, c'est là où ça va se jouer. Qui des gardes des Blazers ou des Nuggets va marquer davantage? Murray, est-ce que ça va être Lillard? Est-ce que ça va être McCollum? Hier, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder cette partie-là. J'ai pas de parti pris, mais juste regarder cette rencontre-là pour voir du bon basket, une série égale. C'est ça que j'aime de Blazers contre Nuggets. Ça fait le tour, mon cher? Ça fait pas mal le tour. Dans quelques heures, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou regardent en direct, eh bien, ce sera le match numéro 3 opposant les Raptors aux 76ers. Les Raptors qui tenteront de prendre les devants 2-1 dans cette série. Match numéro 4 dimanche 15h30, toujours sur RDS2. Match numéro 5 qui est maintenant confirmé mardi 20h. Donc, beaucoup de gros matchs de basket à venir avant notre prochaine balado qui sera jeudi prochain. D'ailleurs, cette balado, on va lancer les questions. Si tu le veux bien, on va faire l'exercice sur Twitter, récolter quelques questions sur les séries qui vous interpellent. On va faire ça 2-3 fois avant la fin de la présente saison avec grand plaisir. Puis, c'est ça, mon cher. On va te souhaiter également un bon week-end. Je pense que c'est le mariage de Max Paulus samedi. Oui, c'est vrai. Notre collègue Maxime Paulus qui se marie. Notre collègue Max Paulus qui se marie. Quelques membres de l'équipe du basket RDS y seront. Et écoute. Ils seront en forme dimanche.
Ben, c'est Max Boudreau, le gars à surveiller dimanche. Là. Il me dit il n'y aura pas de problème, mais tu me le diras, Ouais, on va le pas de constater problème. en ondes. Mais on est super content pour Max Paulus, qui est un Ouais. de nos membres originaux là, du basket, Exact. pas juste de la NBA, mais aussi de la NCAA à RDS depuis plusieurs années, ancienne université Davidson. J'ai demandé si Steph Curry allait être présent au mariage. Et malheureusement, non. Mais écoute, apparemment, il y a des obligations. Là. Il serait supposément encore impliqué dans des matchs de série sur la côte ouest. Là. Mais je trouvais que c'était une excuse un peu boboche. Puis j'espérais qu'il soit là, qu'il prenne le temps. Peut-être par vidéo, on ne sait pas. Non. Non, OK. Mais c'est pas. C'est une relation difficile à maintenir, qu'il me disait. Il dit on s'entendait super bien quand on était à Davidson, mais quand tu deviens une vedette planétaire comme ça, tu peux pas t'occuper aussi facilement de tes vieux amis, tes vieux coéquipiers, puis peut-être que ça redeviendra plus facile quand Curry prendra sa retraite. Mais non, super content pour Max Paulus. Donc, ouais, c'est ça. Puis nous, on se reparle la semaine prochaine, mon cher. Exactement, jeudi prochain. Bye tout le monde. Bye tout le monde.